On le sait, quand on débute la course, puisque peut-être qu'on vous a d'ores et déjà donné envie, la blessure est jamais très loin, hein. Donc il faut éviter les faux pas, il faut garder le plaisir de courir. Et qui mieux que notre kiné préféré pour nous guider. Il est temps d'accueillir Aymeric Verbard. Ça va, Aymeric? Pleine forme. Voilà, alors attention, hein, vous notez tous ces conseils. On démarre avec la façon de se chausser, parce que c'est peut-être la base. Pourquoi c'est déterminant de bien se chausser quand on démarre la course? C'est déterminant parce que la chaussure qu'on va utiliser va définir la manière dont on va courir. Et malheureusement, quand on n'y connaît rien, on va prendre ce qu'on nous conseille. Mais pour faire très simple, on peut imaginer deux grands types de chaussures. Des chaussures qu'on va appeler plutôt minimalistes et des chaussures plutôt maximalistes. Ça, c'est vraiment les extrêmes. Et entre ces extrêmes, tous ces extrêmes, il y a différentes chaussures. D'accord. Et bien ça, c'est ce qui va faire comment on court. Mais alors, c'est quoi la différence entre la minimaliste et la maximaliste? Alors, il y a plein de caractéristiques, je vais même vous les faire un peu essayer. Il y a par exemple le poids. Les maximalistes sont plus lourdes, celles-ci plus légères. La déformabilité, là c'est très très dur, alors que là, ça se déforme tout seul. Ouais. Dans un sens comme dans l'autre. On va avoir ce qu'on appelle aussi le drop, qui est la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. On a la hauteur de la semelle. Bref, Une petite suspension, quoi. Exactement. Toutes ces caractéristiques vont faire qu'une chaussure est plutôt minimaliste ou maximaliste. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est quoi les meilleures chaussures pour débuter? Alors, pour débuter, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Ça, ce sont deux grands extrêmes. Donc, je préfère éviter les extrêmes parce que, comme j'ai dit, quand on n'y connaît rien, la chaussure définit la foulée. Avec ça, vu que c'est confortable, il y a une grosse semelle, on va plutôt avoir tendance à attaquer talon. Faire plutôt des déplacements verticaux importants. Et ça va mettre les contraintes plutôt au niveau des genoux, au niveau du dos. Ah, d'accord. À l'inverse de ça, vu que c'est très léger, très fin, c'est quasiment comme courir pieds nus, quand on les utilise, on a plutôt tendance à courir plutôt sur l'avant du pied. Donc ça met plutôt les contraintes dans les pieds, dans les tendons d'Achille ou dans les muscles du mollet. Il n'y a pas vraiment une manière de faire mieux que Oui, l'autre. mais donc il faudrait équilibrer. Exactement. Donc moi, j'aime bien dire que, en tout cas, ne pas chercher forcément la plus chère. Parce que là, il y a beaucoup de technologies, là, il y en a moins. Mais plutôt trouver une chaussure moyenne gamme, on va dire, assez équilibrée. Pas trop lourde, un petit Moins peu de de suspension, semelle. un peu de semelle, mais moins que ça, quoi. Exactement. Là, D'accord. vraiment, il n'y en a pas du tout. Donc, quelqu'un qui commence et qui peut avoir des douleurs, ça va être trop difficile à encaisser. Un équilibre entre ces deux-là, c'est l'idéal pour pouvoir commencer à courir. Alors moi, quand j'ai commencé le tennis, on m'a dit qu'il fallait prendre une pointure au-dessus. Est-ce que ça vaut aussi pour le running? Non, pour la course à pied classique, il n'y a pas spécialement besoin. En trail, on demande d'avoir des chaussures légèrement plus grandes parce que c'est des efforts qui sont beaucoup plus longs. Donc le pied va légèrement gonfler, mais là, on parle des efforts de 5 à 10 heures. Attention, Moi, je on est pensais que très, c'était très pour loin. les ongles, en fait. Non, à l'inverse, d'avoir des chaussures trop grandes, des fois, ça va entraîner des petits mouvements avant-arrière. Le pied va finir par taper et ça peut créer des ongles Ah oui, noirs. d'accord. Donc il faut faire un peu attention à ce genre de clichés. Sarah? Oui, tout à fait. On a une question dans le public. Allez-y. Oui, alors j'ai entendu dire qu'il était plus bénéfique de courir doucement que vite lorsqu'on commence la course à pied. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors c'est une très bonne question. Je vais dire que c'est vrai, mais je vais mettre un tout petit peu de nuance. C'est-à-dire que courir lentement, c'est beaucoup plus facile pour le corps à encaisser. Et si je cours par exemple une demi-heure, c'est 2 fois plus dur que de courir 15 minutes. Donc, c'est facile de programmer cette progression. Alors que quand on court plus rapidement, les contraintes sont plutôt exponentielles. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais quand on débute, c'est plus difficile à doser. Et deuxièmement, souvent, et on en avait parlé avec Lisa, ce qui est difficile, c'est qu'on s'épuise vite. C'est difficile, j'ai le souffle court, je prends pas de plaisir. Alors que c'est très efficace de courir lentement, quelle que soit la durée, même 10 minutes, ça fait progresser. Vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait être un petit peu tendu pour les tendons, jeu de mots. Vous avez un petit exercice pour prendre soin justement de nos tendons, parce que s'ils sont mis à rude épreuve, il faut peut-être Un anticiper. petit exercice que j'aime bien, sachant que déjà, laisser du temps à son corps de s'habituer à la course à pied, ça va faire du bien aux tendons. Mais si des fois, au niveau du genou par exemple, le tendon du quadriceps c'est un peu douloureux, on peut venir faire l'exercice de la chaise. De le Avant faire ou comme ça, après? en Avant. statique, avant ou même régulièrement dans la semaine, pour mieux préparer. Le fait de faire travailler en statique, ça va avoir un petit effet antalgique au niveau du tendon, au niveau du quadriceps, et ça va permettre de mieux le préparer. Si on veut augmenter un peu la difficulté ou travailler aussi les mollets, on peut le faire en levant légèrement les talons. Et là, on va aussi activer les mollets et les tendons d'Achille, qui peuvent être des fois un petit peu douloureux à la course à pied. Et si vraiment ça devient facile et qu'on veut mieux les préparer, on peut les faire en dynamique, en faisant des squats. En faisant ça, on va préparer ses quadriceps, les tendons au niveau de la rotule, et ça, c'est excellent. Ce qu'il faut juste, c'est surtout se laisser du temps sur la progression. Souvent, comme moi, j'ai des patients au cabinet qui ont des douleurs,
Ils sont passés beaucoup trop vite à je cours 10 minutes, je cours une demi-heure et je cours une heure. Et c'est là où la blessure Oui, va ça, apparaître. c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez vous y mettre, il ne faut pas tout de suite être dans la performance. Oui, absolument. Et vraiment, on sous-estime l'efficacité de courir 10 minutes. Ouais, Quand alors on court racontez-moi 10 ça. minutes, C'est déjà super de courir c'est 10 minutes. excellent parce que courir 10 minutes, c'est environ 1700 impacts pour votre corps. Et donc, 1700 impacts, bah, c'est des contraintes, votre corps va s'adapter. Donc, peut-être que vous n'allez pas développer vos poumons énormément, mais par contre, vos tissus, vos ligaments, vos cartilages vont s'habituer. Donc, ne pas sous-estimer ces toutes petites sorties. Et des fois, faire 2-3 fois un quart d'heure pour commencer, c'est excellent. C'est-à-dire que ça rejoint ce que disait Abigail tout à l'heure. On marche, moi j'appelle ça ma course-marche. C'est-à-dire que je cours jamais vraiment très longtemps. Mais en revanche, je fais marche rapide, course, marche rapide, course. Donc peut-être que pour démarrer, on court 10 minutes et tout le reste du temps, on marche. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on a le courage de s'habiller, de sortir, d'aller dans la forêt peut-être pour courir, de se dire bah, je vais courir que 10 minutes, tout ça pour ça. Alors, tout dépend de l'objectif. En tout cas, d'un point de vue de la progression, c'est efficace. Et des fois, les gens sont là, la flemme aussi d'aller courir une heure, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, mais juste un quart d'heure, ça peut être efficace. Souvent, une fois qu'on est parti, qu'on a un quart d'heure, l'énergie En vient, on plus. s'est réchauffé, on va finir par faire 20-30 minutes si on se sent bien. Mais vraiment, moi, j'invite vraiment les gens à courir plus souvent, mais des plus petites distances en prévention des blessures, c'est Ça, excellent. Lisa, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est vachement bien de se dire allez, je cours, je sors, mais je cours qu'un quart d'heure. Et c'est sûr, à 99%, vous courrez une demi-heure. Ouais. Donc, parce qu'après, l'appétit vient en mangeant. Merci beaucoup, Émeric, pour tous ces conseils avisés. Merci, Abigail Deby. On vous laisse à vos patients. On vous libère et on vous dit à très bientôt. Arnaud, vous vouliez nous proposer un petit exercice justement avec Émeric. Avec Émeric, ouais. C'est la happy-thérapie, moment que tout le monde attend. Bien sûr. Je sais que pour vous, Agathe, la respiration, c'est hyper important. Ah oui. Quand vous courez, on vous entend à des kilomètres dans la forêt. Pour toi. Pour les, Un pour les, buffle. Mais oui, je suis un buffle. pour les débutants qui veulent s'y mettre, Ouais. est-ce qu'il y a une manière de souffler? Moi, je me souviens des crosses de 3e où on vous disait de faire... Et est-ce qu'il y a une manière ou pas de... C'était pas mal, parce que le problème quand on court, surtout quand on commence, ça va être le fait de ne pas prendre le temps de faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Le but de la respiration, c'est de faire entrer de l'oxygène et de faire sortir du dioxygène. Sauf que entre notre bouche et nos poumons, il y a quand même une certaine distance. Donc si on fait seulement des toutes petites inspirations, expirations, vous avez très peu d'échanges. Tu t'étouffes. Donc en fait, exactement, on s'étouffe un peu tout seul parce qu'on garde le dioxygène. Donc c'est important de prendre le temps de inspirer et expirer. Par la bouche? Alors, en général, on préconise d'inspirer par le nez parce que le nez a pour intérêt de réchauffer l'air qu'on inspire, mais on peut expirer par la bouche, c'est plus facile. En faisant ça, on va favoriser les échanges. Mais des fois, quand on court un peu rapidement ou quand on commence justement la course à pied, on se laisse prendre, on devient un peu asphyxié. Donc, faire une pause, à laquelle proposer de temps en temps de marcher. On marche 1 minute, je me relâche et là, pendant 1 minute, j'inspire, je souffle. Je peux même utiliser mes bras si j'en ai envie pour inspirer à fond, souffler, reprendre mon souffle, réoxygéner et je repars. Et ce que vous faisiez à l'époque en cross, c'était de caler ses pas sur la respiration, de se dire, par exemple, entre 2 et 3 pas, j'inspire. Donc, j'inspire et je souffle. Ou sur 3 pas. Est-ce que chacun a son propre rythme ou est-ce qu'il y a une règle vraiment absolue? Ça dépend de chaque individu, mais aussi de la vitesse à laquelle on court et de son expérience. Bien sûr. Mais en course à pied, on préconise souvent de faire beaucoup ce qu'on appelle 2F, d'endurance fondamentale, c'est courir longtemps et facilement. Ouais. Et même les sportifs de haut niveau passent des heures à courir très lentement. Donc quand on commence, c'est vraiment le truc à vraiment mettre en avant. Doucement, je travaille ma respiration, je travaille mes tendons, je me laisse du temps sur plusieurs années pour progresser. Bon, super, Merci. merci beaucoup pour ces conseils, c'est très important. C'est sûr que quand on court très vite, parfois on doit adapter en fonction de ses propres capacités.